Commençons par l'élection américaine, l'élection intermédiaire. Le résultat n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Les républicains ont perdu et en gros, les démocrates ont gagné. Mais les électeurs américains ont tendance à basculer dans l'autre sens après une élection présidentielle. Penses-tu que c'est la raison ou bien les gens sont-ils vraiment mécontents des politiques de Trump? Eh bien, c'est intéressant que vous me posiez cette question, car hier, dans l'émission The Duran, nous avons fait un programme avec l'avocat américain Robert Barnes, qui est bien plus proche de la politique américaine que moi et possède une compréhension très fine de la politique électorale aux États-Unis. Jusqu'à très récemment, il avait soutenu Trump, et je pense qu'on peut le dire, il est étroitement aligné sur le Parti républicain. Il estime que cela a été un désastre électoral pour Trump et son administration. Il a dit que cela allait bien au-delà d'un simple basculement habituel, que dans plusieurs États concernés, même des postes mineurs, des fonctions administratives qui changent rarement de main, comme celles d'avocats locaux et autres du même genre, souvent dans des bastions républicains, ont basculé vers les démocrates. Dans un endroit, les démocrates ont gagné là où ils n'avaient pas gagné depuis 100 ans. Oh wow! Il a donc dit que oui, c'était bien un séisme. Selon lui, cela va bien au-delà d'un simple mouvement de balancier électoral habituel. Cela traduit une profonde désaffection et la fragmentation de la base électorale de Donald Trump, qu'ils se retournent contre lui, qu'ils estiment qu'il perd sa voix, qu'il s'éloigne de plus en plus de ses promesses et que sa coalition électorale s'effondre. Ce qui alimente ce phénomène plus que tout le reste, a-t-il ajouté, ce sont les conditions de vie quotidiennes d'un nombre croissant de personnes. Or, Robert Barnes est avocat fiscaliste, et les avocats fiscalistes ont tendance à être très attentifs à la situation économique. Il a clairement laissé entendre qu'il pense que l'économie sous-jacente des États-Unis est en profonde récession. Oui, je ressens la même chose parce qu'on a l'impression que Trump, en particulier, aime parler du marché boursier, non? Mais la plupart des gens ne suivent pas la bourse tous les jours. Ils doivent aller faire leurs courses, acheter de l'essence, ce genre de choses. Et on voit bien que les prix augmentent, vraiment beaucoup. Je pense aussi personnellement que l'affaire Epstein lui a beaucoup nui. Il avait fait une promesse énorme, très claire, et puis ce revirement total a vraiment déçu beaucoup de gens, je crois. Donc, Eh bien, c'est très intéressant que vous disiez cela, car Robert Barnes a dit exactement la même chose. Il a affirmé que le tournant avait été, en réalité, la décision de ne pas publier les dossiers Epstein. Il a expliqué que durant les 2 ou 3 premiers mois de l'administration Trump, tout allait dans son sens. Puis il a pris cette décision en mai. Et à partir de ce moment-là, la situation s'est rapidement détériorée. Les choses sont passées de mal en pis. Sa base électorale s'est retournée contre lui, et toutes les autres politiques ont également commencé à changer. La politique à l'égard de la Chine, comme de la Russie, est devenue beaucoup plus agressive. Et il a ajouté que la coalition électorale s'opposait à tout cela, estimant que la décision de ne pas publier les dossiers Epstein constituait une énorme trahison de confiance. je pense aussi que de manière générale, la base républicaine est moins indulgente. Elle a tendance à demander davantage de comptes à ses politiciens que la base démocrate. Tu ressens ça aussi? Je crois que c'est vrai. Eh bien, la base républicaine moderne, absolument, celle que Trump a créée, sans aucun doute. Et encore une fois, Barnes a essentiellement dit la même chose, qu'ils sont profondément désillusionnés par ce que Trump a fait, qu'ils ont voté pour lui en s'attendant à ce qu'il fasse une chose et qu'il a fini par faire le contraire.
Une autre chose, c'est la victoire électorale de Mamdani, qui en réalité n'est pas surprenante. Mais réfléchis à toutes les attaques qu'il a subies, non? Il y avait tellement de gens prêts à s'en prendre à lui, et pourtant il a largement gagné. Je me demande si cela ne reflète pas le fait que, en particulier, les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts au socialisme que les générations précédentes. Tu ne crois pas? Oui. En fait, c'est très intéressant, encore une fois, ce que Barnes a dit à ce sujet. Je suis désolé de le répéter, mais je pense que c'est intéressant pour vous. Ouais. C'était ça? Oui, exactement. Barnes a fait ce constat. Il a dit qu'aux États-Unis, il existe un populisme de droite, auquel en effet il appartient, et aussi un populisme de gauche. Il a expliqué que les deux peuvent connaître un succès électoral parce qu'ils répondent aux préoccupations réelles des gens. Et Barnes, dont on aurait pu s'attendre, en tant que républicain, à ce qu'il soit très hostile à Mamdani, ne l'était en fait pas, à ma grande surprise. Il a dit qu'il pouvait tout à fait comprendre, compte tenu de la réalité new-yorkaise et de la crise du coût de la vie qui touche de plus en plus de personnes, pourquoi Mamdani avait remporté un succès électoral. Il pense aussi que certaines des propositions de Mamdani sont réellement intéressantes et pourraient réussir. Ce ne sera pas un moment révolutionnaire, car cela ne peut pas l'être. Un maire n'a pas autant de pouvoir. Mais il a ajouté que la victoire de Mamdani démontre une fois de plus la faillite électorale du centre politique dont Trump, il est désormais de plus en plus évident, fait partie. Une chose que je ne comprends pas très bien, c'est la fermeture du gouvernement. Maintenant, il semble que cela touche à sa fin et on dirait que les démocrates ont cédé. Ils ont beaucoup concédé. Pourtant, ils venaient tout juste de remporter une victoire remarquable. Pourquoi ont-ils cédé si vite? Est-ce ainsi que vous le voyez? Ils ont cédé. Et tu as raison. Absolument raison. Je vais faire une supposition, et j'ai bien peur qu'elle soit très cynique. Je pense qu'ils ont déclenché cette fermeture essentiellement comme une tactique électorale, qui a fonctionné jusqu'à un certain point. Ils ne veulent pas qu'elle dure trop longtemps, car elle affecte désormais non seulement nous, mais aussi de nombreuses personnes qui font partie de leur base de soutien. Et pour cette raison, après avoir obtenu la victoire électorale, ils sont simplement en train d'y mettre fin. Et comme tu l'as justement dit, cela revient à céder. Oui. Eh bien, mais est-ce que cela veut dire, le point essentiel ici, ce sont les subventions de l'Obamacare, n'est-ce pas? Maintenant, sans ces subventions, est-ce que cela signifie que l'Obamacare va s'effondrer, tu penses? Probablement, à terme. Je veux dire, je n'ai jamais été impressionné par l'Obamacare à aucun moment, je dois le dire. Il me semble que c'était essentiellement une énorme subvention à un système de santé qui est terrible. Et quand on subventionne un système défaillant, on l'aggrave. D'ailleurs, j'ai remarqué que la Chine ne fait pas de subvention. Non. Je veux dire, ce n'est pas une caractéristique du système économique et social chinois comme ça l'est en Occident. Les subventions sont une chose très très importante aux États-Unis. Elles deviennent d'ailleurs très importantes en Allemagne. Je viens justement de faire une émission à ce sujet. Et quand on subventionne quelque chose qui est déjà mauvais à la base, c'est ce qu'Obama a fait. Tôt ou tard, cela s'effondrera sous son propre poids, car ce que fait la subvention, c'est récompenser les mauvaises pratiques. C'est mon point de vue. Cela n'a absolument rien à voir avec le socialisme. Soyons très clairs là-dessus. Le véritable socialisme, le socialisme authentique, est quelque chose de complètement différent. Oui, le principe de la Chine, comme l'éradication de la pauvreté, c'est qu'ils essayent d'aider les gens à se débrouiller par eux-mêmes, n'est-ce pas?
Donc, ils construisent des infrastructures, comme des routes, de l'électricité, des lignes électriques, des lignes téléphoniques et Internet. Ils construisent tout cela pour qu'un village très isolé puisse être en contact avec le reste du monde. Ensuite, les habitants de ce village peuvent, par exemple, cultiver leurs propres fruits, les vendre en ligne et les transporter. C'est donc un peu ce que la Chine essaie de faire, offrir aux gens les conditions leur permettant de subvenir à leurs propres besoins. Oui, c'est tout à fait ça. L'une des choses qui m'ont beaucoup intéressé lorsque je suis allé en Chine, parce que je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'y étais à l'invitation d'un ami à moi, un banquier non chinois, c'est que j'ai beaucoup appris sur le droit commercial chinois pendant mon séjour, ainsi que sur le droit des sociétés chinois. C'était très intéressant et profondément différent de ce que l'on trouve en Occident. Le droit des sociétés chinois est très axé sur les personnes qui composent l'entreprise. Il n'est pas orienté vers le profit, comme c'est le cas en Occident. Il cherche à te faire comprendre que, en tant qu'entreprise, tu es là pour atteindre certains objectifs sociaux et économiques, pas seulement pour rapporter beaucoup d'argent à tes actionnaires. C'était donc profondément différent. Mon ami m'a dit que c'était quelque chose que l'on trouvait tout le temps dans les contrats commerciaux chinois, et il lui était très difficile de concilier cela avec le type de formation financière qu'il avait reçue, qui consistait essentiellement à toujours rechercher le rendement financier le plus élevé. Ainsi, si l'on veut, l'approche chinoise est axée sur l'investissement en vue d'atteindre des objectifs sociaux et économiques plus larges. C'est très différent. J'ai été surpris de voir à quel point c'était différent, en fait, ayant moi-même fait énormément de travail en droit commercial et en droit bancaire au cours de ma carrière. Je ne savais pas ça. C'est intéressant. Il faut que je me renseigne là-dessus. Ça a l'air vraiment intéressant. Eh bien, comme je l'ai dit, grâce à lui, j'ai traversé toutes sortes de contrats, vous savez, avec aussi quelques grandes entreprises chinoises. Oui, mais je remarque qu'en Chine, le gouvernement hésite à simplement donner de l'argent aux gens, tu sais, comme une sorte de subvention. Donc oui, ils ont tendance à s'attaquer à la racine du problème plutôt qu'à en masquer la surface. Oui. Je veux dire, évidemment, la planification n'est pas quelque chose envers laquelle la Chine a une aversion idéologique, ce qui est le cas chez nous en Occident, dans certains endroits. Donc encore une fois, les deux systèmes sont profondément différents l'un de l'autre, malgré le fait qu'il existe des ressemblances évidentes. Je veux dire, la Chine pratique beaucoup la concurrence, comme vous l'avez essentiellement dit. En fait, la Chine fait plus de concurrence qu'en Allemagne, par exemple. Les subventions, le type de subventions dont j'ai parlé, sont anticoncurrentielles. Ce dont je viens de parler à propos des entreprises chinoises ne l'est pas. D'accord, puisque nous n'avons pas parlé depuis 2 semaines de cet accord entre la Chine et les États-Unis, ils ont convenu d'une pause d'1 an. Je reste sceptique quant à la possibilité que cela dure vraiment aussi longtemps. Mais une chose montre déjà que Trump a clairement indiqué qu'il continuerait d'interdire les puces Blackwell de Nvidia, vous savez, les meilleures puces d'IA. Je pensais qu'ils avaient convenu qu'il assouplirait cette mesure, pas l'instant, mais il semble qu'ils maintiennent l'interdiction. Et maintenant, ce n'est plus seulement une interdiction envers la Chine, mais une interdiction sur toutes les exportations en dehors des États-Unis. Donc, aucun pays ne peut les obtenir. Cela semble être le... Enfin, malgré tout, j'ai l'impression qu'il avait déjà fait cette promesse, mais que cela ne va pas. J'ai le sentiment qu'au sein du cercle de Trump, il y a 2 groupes de personnes. Les faucons et les colombes. Les faucons. J'ai l'impression que des gens comme Rubio, peut-être X et bien sûr Albert Kobe, vous savez, ce groupe a tendance à le freiner la plupart du temps.
Par exemple, j'ai même l'impression que ce défilé militaire à Pékin, il avait vraiment envie d'y aller. J'ai eu le sentiment que ce sont les autres qui lui ont dit de ne pas le faire. Et puis de l'autre côté, je pense que Bezan est plutôt modéré, et lui-même, ainsi que David Sacks, qui est le tsar de l'IA. David Sacks l'a très clairement dit à plusieurs reprises. Il considère que cette interdiction des puces haut de gamme est une question très nuancée. Il comprend que lorsqu'on les interdit, on ne ralentit pas vraiment la Chine. Peut-être un peu modérément, on peut la freiner, mais on pousse en quelque sorte la Chine à devenir autosuffisante, à trouver des alternatives et à contourner le problème. Ce n'est pas forcément une bonne chose pour les États-Unis à long terme. Donc j'ai le sentiment que David Sacks et Bezan, et peut-être Trump lui-même, seraient prêts à le faire, mais qu'il est retenu par l'autre groupe. N'est-ce pas aussi ton impression? Tu as tout à fait raison. Je dois préciser ici que je connais David Sacks, et je ne veux pas en dire trop, mais je pense que ta vision de lui est fondamentalement juste. Quant aux autres, je pense que tu as entièrement raison. Le problème fondamental avec Donald Trump, c'est qu'il aime se donner l'image d'un dirigeant fort et décisif. En réalité, c'est tout le contraire. C'est un dirigeant très faible, très peu sûr de lui, fond, qui dit une chose un jour et quelque chose de complètement différent le lendemain. Je vais te donner 2 exemples dont je suis certain. Nous avons parlé de la Russie et des relations entre les États-Unis et la Russie. Il s'avère que lorsque Poutine et Trump se sont parlé pour la dernière fois au téléphone, Trump a dit à Poutine qu'il devait rencontrer Zelensky à la Maison-Blanche le lendemain et qu'il ferait en sorte que Zelensky, lors de cette rencontre, accepte ce dont Poutine et lui avaient discuté en Alaska, à savoir, essentiellement, la Russie, Istanbul, ainsi que les divers points dont nous avons déjà parlé à de nombreuses reprises. C'était donc l'attente du côté russe. C'est ce que Trump avait promis à Poutine de faire. Il a ensuite rencontré Zelensky le lendemain. Il y a eu une dispute. Trump est sorti de la réunion et s'est mis d'accord avec Zelensky pour qu'il y ait un gel le long des lignes de conflit existantes. Et bien sûr, toutes les personnes habituelles à Washington, dont certaines que tu as mentionnées, Rubio et compagnie, sont venues lui souffler à l'oreille qu'il devait se ranger à la position de Zelensky. Alors il dit à Poutine qu'il va faire une chose, et le lendemain, il fait exactement le contraire. La même chose s'est produite avec Viktor Orban. Orban rencontre Trump. Ici, tout tourne autour du pétrole, des importations de pétrole de la Hongrie depuis la Russie. Orban sort de la réunion avec Trump et déclare « On m'a donné la promesse indéfinie que je peux continuer à acheter du pétrole russe pour la Hongrie. » Quelques heures plus tard, le Trésor annonce que non, il se trompe, c'est seulement pour 1 an. Donc on lui dit une chose, et ensuite il se passe quelque chose de complètement différent. Et à propos de cet accord que Xi Jinping et Trump ont conclu entre eux, tu as tout à fait raison d'être sceptique. D'ailleurs, plus nous en apprenons sur cet accord, plus les conditions deviennent humiliantes pour les États-Unis. Et on m'a dit, et je le crois, que lorsque tu as affirmé que Bezan était l'une des figures les plus modérées, c'était complètement faux. En réalité, il semblerait que ce soit Bezan qui ait informé Trump des entreprises chinoises qui seraient soumises aux sanctions, tu sais, cette règle des 50%. Ne t'inquiète pas, a-t-il dit. Il est impossible que les Chinois utilisent les terres rares comme moyen de pression contre nous. Ça n'arrivera pas. Ils ne feront jamais ça. Et bien sûr, le lendemain, ils l'ont fait. Bref, le fait est que tu as tout à fait raison. Il est allé à cette réunion, a conclu cet accord, et a été humilié. Il est reparti en se sentant humilié. Tous les partisans de la ligne dure autour de lui se sont sentis humiliés, et ils sont déjà en train de revenir sur leur décision.
Ils continueront à le faire et tout s'effondrera. Maintenant, Besant affirme que dans 2 ans, ils auront toute la capacité de raffinage nécessaire pour traiter les terres rares. Eh bien, tu sais, nous en avons parlé la dernière fois que nous nous sommes entretenus. Depuis, j'ai parlé avec un ingénieur qui travaille réellement dans ce domaine et il m'a donné une quantité énorme d'informations. Il pense que même si l'on brûle toutes les étapes, si l'on se dépêche et qu'on pousse le processus aussi vite que possible, ce qu'il ne croit pas que les Américains puissent faire d'ailleurs, le plus rapide possible serait 10 ans, pas 2. Oui, j'ai vu Besant en parler plusieurs fois, une fois sur Fox, peut-être une autre sur CNN ou quelque chose comme ça, et il disait que cet accord d'1 an donnait aux États-Unis assez de temps pour résoudre ce problème des terres rares. Donc, c'est à peu près ce qu'il dit. D'accord. Mais bon, voyons combien de temps ça peut tenir. Ils ont déjà interdit les puces haut de gamme qu'ils avaient promis d'assouplir. La Chine s'en accommode parce qu'en fait, Bloomberg a dit que la Chine interdit désormais les puces d'IA étrangères dans les centres de données financés par l'État. Donc la Chine s'en sort bien. Mais c'est une promesse que les États-Unis ont faite, une grosse, qu'ils ne peuvent pas tenir pour le moment. C'était quelque chose qu'ils avaient eux-mêmes apporté à la table. D'après ce que je comprends, les Chinois n'ont pas demandé aux États-Unis d'accepter de fournir des puces haut de gamme. Trump est venu à la table. Enfin, peut-être que ce n'était pas Trump, peut-être que c'était Scott Bessent. Mais ils ont dit, écoutez, si vous assouplissez sur les terres rares, nous assouplirons sur les puces haut de gamme. Vous savez, il y avait d'autres volets dans l'accord. Les Chinois ont dit, d'accord. Ils ont proposé de le faire. L'accord a été conclu et maintenant ils sont déjà en train de revenir dessus. Oui, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est cette règle des 50%, la sanction visant toutes les entreprises détenues à plus de 50% par des investisseurs chinois. Je pense que c'est quelque chose qui met vraiment la Chine en colère. Et puis, il y a cette histoire de taxe portuaire qui, si elle était effectivement mise en œuvre, nuirait certainement à la Chine. Bien sûr, la Chine a des moyens de riposter, mais cela ferait quand même du tort aux 2 parties, je pense, surtout la taxe portuaire. J'ai lu quelque chose d'intéressant. Cette idée de taxe portuaire viendrait apparemment de la Grande-Bretagne. Il y a une théorie selon laquelle ce seraient en fait les Britanniques qui l'auraient proposé à Trump lors de sa visite d'État là-bas. Le sujet serait venu dans la discussion et une explication serait que, pendant cette visite, Trump aurait eu l'idée grâce aux Britanniques, parce que les Britanniques auraient déjà utilisé quelque chose de similaire contre les Néerlandais à un moment donné dans l'histoire. C'est bien ça? Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Ils l'ont fait au XVIIe siècle, une époque bien différente. Je veux dire, tout ce que je peux dire, c'est que ce que vous venez de me dire n'a aucun sens. Cela me stupéfie encore. Je trouve cela sidérant. C'est le genre de choses que je peux imaginer un idiot en Grande-Bretagne inventer. Mais je veux dire, ce n'était pas seulement une idée stupide, c'était une idée incroyablement mauvaise. Je veux dire, une idée terrible. Vous voulez développer une industrie navale américaine. Par tous les moyens, faites-le. 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 La Russie, qui est d'ailleurs une amie de la Chine, a massivement investi dans le développement de son industrie navale. Ils ont conclu un grand accord il y a quelques années avec la Corée du Sud, car les Sud-Coréens ont eux aussi une industrie de la construction navale. Ils ont construit de vastes chantiers navals dans le Pacifique qui vont bientôt entrer en production. On peut faire cela, mais commencer à imposer des droits portuaires aux navires simplement à cause de la Chine, c'est l'une des pires choses que j'ai jamais vues. Et penser que quelque chose que les Anglais ont fait au XVIIe siècle pourrait fonctionner aujourd'hui,
C'est une absurdité d'une ampleur que j'ai du mal à concevoir. Oui, oui. Une autre chose, c'est qu'immédiatement après l'accord, Trump a affirmé à un moment donné que la Chine avait promis d'aider les États-Unis à convaincre la Russie d'arrêter la guerre. Je ne vois rien de tel dans les médias chinois, ni dans leurs comptes rendus. Je ne pense pas que la Chine ait jamais promis quelque chose de ce genre. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il est inconcevable que la Chine ait promis une chose pareille. Ce dont je suis sûr, c'est que Xi Jinping et Trump ont eu une discussion à propos de l'Ukraine et des relations de la Chine avec la Russie. Xi Jinping entretiendra des relations avec les pays qu'il choisira. Elle ne laissera pas d'autres décider qui sont ses amis. C'est un pays souverain. Et en ce qui concerne la guerre, la Chine a toujours recherché la paix. Elle a toujours essayé d'y parvenir. Je le lis sans cesse dans les médias chinois. Les Chinois soulignent qu'ils n'ont jamais cherché à aggraver le conflit. Ce sont les Américains qui le font. Ils jettent de l'huile sur le feu avec toute leur livraison d'armes. Oui, et il n'est pas impossible, étant donné que Trump ne comprend pas vraiment ces choses, qu'il soit parti en ayant mal compris ce que Xi Jinping lui avait dit. Mais il est tout aussi possible que les Américains trompent les gens. Oui, oui. Et en ce qui concerne les tarifs, en général, il semble que, d'après les questions posées, la Cour suprême pourrait les annuler. Mais Trump a d'autres options. Je ne sais pas si toi et Robert en avez parlé, car il existe d'autres lois que Trump pourrait invoquer pour maintenir les tarifs. C'est bien ça? Oui, oui. En fait, nous en avons parlé avec Robert, et encore une fois, ce sera une discussion intéressante. Il pense que certains membres de la Cour suprême pourraient même suggérer, d'une certaine manière, à l'administration, à Trump, qu'il pourrait suivre cette voie. Mais d'après mes propres recherches, je comprends que ce n'est pas si simple, et que les autres dispositions existantes pour rendre cela possible sont très limitées dans le temps et soumises à toutes sortes de conditions que Trump aurait beaucoup de mal à remplir. Ce ne serait donc pas une chose simple de remplacer un ensemble de tarifs, une structure tarifaire, par une autre complètement différente. Il y avait des raisons pour lesquelles Trump n'a pas utilisé ces autres lois au départ, et je ne pense pas qu'il voudrait le faire, en réalité. Mais il disait, je crois qu'il disait, il a publié sur ses réseaux sociaux, « Je vais donner 2000 $ au peuple américain pour partager ce grand succès. » Je suppose qu'il affirmait que cela venait de ses droits de douane, parce qu'il avait collecté tellement d'argent. Donc tout le monde recevrait 2000 $. Je pense que c'est sa façon de faire pression sur la Cour suprême et peut-être sur les démocrates. Parce que si vous annulez la mesure, vous ne recevrez pas ces 2000 $. C'est ça qu'il essayait de faire. Eh bien, c'est exactement ce qu'il essaie de faire. Et bien sûr, je dirais que c'était illégal d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas, enfin, c'est jouer dangereusement avec le budget. On ne peut pas utiliser les fonds budgétaires de cette manière. Les États-Unis ont un énorme déficit budgétaire. Ils n'ont pas la marge de manœuvre financière pour distribuer 2000 $ de cette façon. Ou du moins, enfin, ils le peuvent, je veux dire, ils l'ont déjà fait par le passé, mais ils ne devraient pas. C'est irresponsable. Et puis, dès le lendemain, Besant est sorti en disant que, eh bien, ce ne serait pas forcément de l'argent liquide, ça pourrait être une déduction fiscale ou quelque chose du genre, et ce serait destiné aux familles à faible revenu. Donc, on dirait que des gens comme moi, vous savez, de la classe moyenne, et mes amis, probablement, nous n'y aurons pas droit. J'ai juste le pressentiment que nous n'y aurons pas droit. Mais ça a l'air bien.
Eh bien, je suis sûr que vous ne le ferez pas. Cela semble bien, ça semble séduisant, et encore une fois, cela plaira aux gens. Et comme vous l'avez dit, cela exercera une pression sur la Cour suprême. Mais s'il veut faire quelque chose comme ça, c'est mon opinion personnelle maintenant. Étant donné que le Congrès a déjà adopté le budget, son grand et magnifique projet de loi et tout le reste, s'il compte utiliser les fonds budgétaires de cette manière, s'il le fait simplement, il enfreint la loi budgétaire. Il devrait retourner devant le Congrès. Ce serait intéressant de voir ce qu'ils en diraient. Oui, en ce qui concerne sa politique étrangère, n'est-ce pas? Il a menacé de faire la guerre au Venezuela et, à un moment donné, à la Colombie. Mais maintenant, c'est le Nigeria. Eh bien que cherche-t-il à faire ici? On a l'impression qu'il veut absolument une guerre. Il a besoin d'une guerre. C'est presque comme une addiction, tu vois, comme devoir boire ce verre de vin ou quelque chose du genre. C'est ça? Je pense que c'est tout à fait juste. Le président de la paix dirige tout cela, et tout le reste s'effondre autour de lui. Alors maintenant, il veut une petite guerre bien commode qui restaurera sa réputation. Sauf qu'il est obsédé par les élections. Je veux dire, c'est une autre raison pour laquelle il perd du soutien. Mais tu as tout à fait raison. Je pense que c'est aussi, peut-être, sa propre façon de se rassurer, de se dire qu'il est encore assez puissant et fort pour lancer cette guerre, et que nous y participons d'une certaine manière. Cela lui redonnera, tu sais, un peu d'élan, lui fera sentir qu'il réussit. Parce qu'en réalité, et c'est l'autre chose à dire, il échoue dans tout. En ce moment même, tout ce qu'il entreprend commence à échouer. Même à ce que j'ai compris, ses politiques migratoires commencent à vaciller. Oui, oui. Et une chose de plus, la Bourse des métaux de Londres a maintenant suspendu toutes les transactions sur les options métalliques non libellées en dollars américains. Donc, clairement, elle protège le dollar d'une certaine manière. Je veux dire, c'est une méthode plutôt extrême, non? Oui, c'est le cas. C'est le cas. Encore une fois, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent maintenant de soutenir le dollar, ce qui montre que malgré le fait que la volatilité du dollar est apparemment diminuée, il y a beaucoup d'inquiétudes en profondeur quant à la résilience de tout cela à long terme, voire même à moyen terme. Il n'y a pas d'autre façon de le dire que le gouvernement néerlandais a ouvert la voie. Est-ce bien ce qui s'est passé? Oui, oui, c'est tout à fait exact. Il n'y avait pas le choix, absolument aucun choix, sinon de faire cela. Apparemment, tout cela est lié à cette histoire des 50% que les Américains mettaient en œuvre. Ils seraient allés voir les Néerlandais en leur disant « Écoutez, à moins que vous ne preniez le contrôle de la mesure aux Pays-Bas, elle sera sanctionnée, car elle figurera sur notre liste de sanctions. Elle est contrôlée ou liée à 50% à des entreprises chinoises que nous sanctionnons déjà. » Les Néerlandais ont tout de même décidé d'aller de l'avant et de le faire. C'était une énorme erreur d'ailleurs. Ce qu'ils ont fait était scandaleux et totalement injustifié. Eh bien, nous avons tous vu les résultats. Cela a commencé à avoir des effets en cascade sur l'industrie européenne et sur l'industrie américaine aussi. Eh bien, je trouve ça toujours stupéfiant. Je sais qu'ils subissaient des pressions de la part des États-Unis, mais cette règle des 50% ne s'applique pas seulement à une entreprise, Nexperia. Il y a beaucoup d'autres entreprises concernées. Je pense toujours qu'à l'époque, c'était un gouvernement de transition, temporaire. Il se dirigeait vers des élections à la fin du mois d'octobre. La chose la plus intelligente aurait été de simplement reporter la décision, de dire « D'accord, attendons les élections à la fin du mois. Nous aurons un nouveau gouvernement et laissons-le décider. » Si c'était moi, ressentant la pression des États-Unis,
Je dirais que j'en discuterai avec le propriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire Wingtech, ainsi qu'avec le gouvernement chinois. Il suffirait de leur dire « Voilà ce qui va se passer. Les États-Unis vont sanctionner cette entreprise. » Que devrions-nous faire? Parce que vous êtes le propriétaire et vous êtes le gouvernement chinois. Pourquoi les États-Unis, enfin les Néerlandais, ne discutent-ils pas de cela avec ces personnes au lieu de simplement tout saisir? Ils ne peuvent même pas attendre. À ce moment-là, les États-Unis et la Chine étaient aussi en train de négocier. Pourquoi ne pouvaient-ils pas simplement attendre quelques semaines pour voir comment les choses évoluent? Vous voyez, au fond, je pense toujours que le gouvernement néerlandais est raciste. Et ces trois cadres supérieurs de l'entreprise, je pense qu'ils sont racistes eux aussi. Ils détestent le fait que leur patron soit chinois. Ils voient là une occasion de se mettre en avant, de se débarrasser de leur PDG et de gravir les échelons. Je veux encore dire que les États-Unis ne jouent pas un rôle positif dans cette affaire. Tu as tout à fait raison dans tout ce que tu as dit. Il fut un temps, pas si lointain, disons à l'époque où les affaires en Europe se géraient autrement, si les Américains étaient venus voir les Néerlandais en disant « Écoutez, voici ce que nous allons faire », les Néerlandais ne se seraient pas précipités pour mener ce coup de force illégal contre une entreprise prospère et viable. Les Néerlandais auraient été furieux. Ils seraient revenus vers les Américains en disant « Comment osez-vous faire cela? Comment osez-vous vous ingérer dans nos relations économiques? C'est scandaleux, c'est inacceptable. » C'est une entreprise prospère. Elle a des propriétaires chinois, elle entretient de bonnes relations avec la Chine et elle apporte un immense bénéfice à l'économie européenne, à l'économie néerlandaise et à l'économie américaine. Elle ne représente aucune menace concevable pour la sécurité nationale ni pour toutes ces absurdités dont vous parlez. Et si vous voulez commencer à adopter vos propres lois sur les sanctions, eh bien, nous ne sommes nullement tenus de les reconnaître. Si vous décidez d'aller de l'avant et de faire quelque chose de ce genre, sachez que cela aura un impact sur vos relations avec nous. Je me souviens d'une époque où les gouvernements européens se comportaient ainsi. Les Néerlandais ont agi comme ils l'ont fait non seulement parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils le voulaient. Je veux dire qu'il existe aujourd'hui en Europe un sentiment extraordinaire de colère face au fait que la Chine progresse dans les méthodes industrielles et les technologies. Juste avant de faire cette émission, je lisais un article de l'industrie allemande et une grande partie portait sur la Chine, sur le fait que les Chinois ont désormais réussi à moderniser leur production et à fabriquer des produits finis aussi bons, voire meilleurs, que ceux des Allemands. Ce n'est apparemment pas quelque chose dont il faut se réjouir, mais bien quelque chose de scandaleux, censé saper la grande économie allemande. Dans cet article, ils parlaient encore de droits de douane, de qui ils allaient viser avec ces droits. Donc vous avez tout à fait raison. Une situation gagnant-gagnant entre les Pays-Bas et la Chine, et entre l'Europe et la Chine, a été plongée dans la confusion, dans le chaos, parce que les Américains ont ces problèmes géopolitiques avec la Chine, et que les Européens ont eux aussi leurs propres complexes vis-à-vis de la Chine. Si les Pays-Bas avaient tenu bon, si l'Europe les avait soutenus, les États-Unis auraient reculé. Ouais. Les États-Unis se seraient sans aucun doute rétractés, car ils ont eux aussi besoin de ces puces. Oui, et ils n'ont pas rétabli le PDG chinois, mais en Chine, il y a des discussions sur le fait de savoir si, à l'avenir, ils veulent vraiment reprendre le contrôle de la partie néerlandaise de Nexperia,
parce qu'il y a une réelle possibilité que toutes ces entreprises automobiles aient vu leur production interrompue. Il y a donc une perte qu'elles pourraient réclamer à l'encontre de la Nexperia néerlandaise. Une option pourrait être que la Chine ait simplement sa propre Nexperia chinoise indépendante, et quoi que fasse la Nexperia néerlandaise, ce serait totalement séparé. On pourrait réclamer les dommages à la Nexperia néerlandaise. La Nexperia chinoise n'aurait rien à voir avec cela. Ce serait une possibilité réelle. Et il pourrait y avoir des sommes d'argent importantes en jeu. Absolument. Et en fin de compte, je soupçonne que le gouvernement néerlandais sera également tenu responsable. Oui. Parce que la société néerlandaise Nexperia va transférer une partie de cette responsabilité au gouvernement néerlandais, ils diront que le gouvernement était impliqué dans tout cela et qu'il s'agissait d'un cas de force majeure. Or, j'ai lu il y a environ une semaine que le ministère chinois du Commerce avait en réalité déclaré que toute entreprise dans le monde confrontée à une pénurie de puces devrait contacter la Chine, évidemment Nexperia Chine, et peut-être aussi le ministère du Commerce. En somme, ils font déjà exactement ce que vous avez décrit. Ils écartent Nexperia Pays-Bas de la chaîne. Et ils disent aussi, ce qui est très important d'ailleurs, aux entreprises industrielles du monde entier, ne traitez pas avec vos propres gouvernements. Adressez-vous plutôt au gouvernement chinois. Vous obtiendrez de nous des décisions rationnelles et non plus de votre propre gouvernement. Une chose de plus. Les médias chinois ont également mentionné que Nexperia Chine prendrait en charge à la fois les clients existants et les nouveaux, mais qu'ils exigeraient qu'ils paient en yuan chinois. Je n'ai pas encore trouvé de confirmation provenant d'une annonce officielle du gouvernement chinois, mais il est possible que ce soit l'une des mesures qu'ils vont mettre en place, utiliser le yuan au lieu du dollar. Nous verrons bien. Mais malgré tout, je pense que c'est un grand désordre créé par le gouvernement. Absolument. Les autres personnes qui d'ailleurs ont joué un rôle majeur dans cette affaire étaient les pays européens. Enfin, la Commission européenne en réalité. Parce qu'il s'agit évidemment d'une entreprise européenne et bien sûr la Commission européenne aurait dû être impliquée. Je n'arrive pas à croire qu'elle n'ait pas été informée ou consultée. Elle aurait dû intervenir immédiatement et dire « Non, vous ne pouvez pas faire cela ». Mais ils ne l'ont jamais fait. J'ai du mal à imaginer comment elle pourrait un jour tenir tête aux États-Unis. Non, non. Vous avez mentionné la visite d'Orbán aux États-Unis. Pourquoi les pays européens n'en tirent-ils pas des leçons? C'est à mon avis un homme politique remarquable et très habile. Il a réussi à maintenir de bonnes relations avec les États-Unis, avec la Russie et avec la Chine. Pourquoi le reste des Européens ne peut-il pas s'inspirer de lui? C'est une excellente question en fait, car elle nous ramène à l'affaire Nexperia. Orbán a fait pour la Hongrie exactement ce que les Pays-Bas auraient dû faire. Il y a eu une attaque contre une entreprise néerlandaise, Nexperia, une société à capitaux chinois mais basée aux Pays-Bas, et les Néerlandais se sont effondrés. Ensuite, il y a eu une attaque contre l'industrie pétrolière et énergétique hongroise, impliquant une raffinerie de pétrole appartenant à des Russes, Lukoil, et les importations de pétrole russe. Et bien sûr, au lieu de céder comme l'ont fait les Néerlandais, Orbán arrive et dit à Trump « C'est absolument inacceptable. Cela doit changer. Je vais résister et défendre les intérêts nationaux hongrois. » Vous avez tout à fait raison. Autrefois, c'est ce que faisaient tous les gouvernements européens. Aujourd'hui, il semble que seule la Hongrie et un ou deux autres pays comme la Slovaquie le fassent. Et cela me laisse perplexe. Et je n'ai pas l'impression que Trump ait été offensé ou quoi que ce soit. Quand il parlait à Trump, Trump a été respectueux de ce qu'il demandait et conciliant au final. Oui. Donc.
Oui, absolument. Je crois que je t'ai dit, alors que nous faisions déjà des programmes, que lorsque je suis allé en Hongrie l'année dernière, l'une des choses que j'ai constatées, c'est que c'était comme entrer dans une machine à remonter le temps, revenir 20 ou 30 ans en arrière. Je ne parle pas de technologie ou d'industrie, mais de la manière dont le gouvernement hongrois fonctionne réellement. C'est à la fois totalement familier pour moi et complètement différent de ce que l'on voit ailleurs en Europe. Concernant la guerre en Ukraine, y a-t-il des nouvelles? Je ne la vois pas ralentir à l'approche de l'hiver. Les Russes continuent d'avancer. Est-ce bien ce qui se passe sur la ligne de front? Il y a une accélération et cela commence à susciter une véritable inquiétude. Nous avons ces deux villes, Pokrovsk et Kupiansk, où les troupes ukrainiennes sont encerclées. Les Ukrainiens l'ont nié, mais les médias britanniques ont désormais admis que c'est essentiellement vrai. Donc nous n'avons plus besoin d'en débattre. Il y a aussi d'autres parties de la ligne de front où les Russes avancent plus vite et plus loin. Et les Russes ont récemment mené une frappe massive de missiles et de drones contre l'Ukraine, il y a environ 4 jours, qui a failli anéantir complètement l'ensemble du système énergétique. Les villes ont été plongées dans le noir. Il n'y a donc pas eu de ralentissement. Au contraire, il y a une accélération. Combien de temps penses-tu que les Ukrainiens vont continuer à se battre? Je veux dire, ils ne semblent pas faire beaucoup de progrès. Ce sont les Russes. Il y a eu un article dans le London Times, rédigé par son principal correspondant à l'étranger, un homme nommé Roger Boyes. Il est actif depuis les années 1970 et a publié un article il y a environ une semaine dans lequel il affirmait que l'Ukraine survivrait jusqu'au printemps, mais pas au-delà. Voilà donc Roger Boyes, bien mieux informé et bien plus au fait des réalités que moi. Il a été rapporté que l'Inde avait cessé d'acheter du pétrole russe. Est-ce vrai ou bien l'Inde en a-t-elle simplement acheté suffisamment et fait-elle une pause pour le moment, selon vous? Eh bien, la compagnie pétrolière indienne a en réalité acheté, selon Reuters, 3,5 millions de barils de pétrole russe. Ils ont conclu des contrats pour la fourniture de ce pétrole en décembre, donc c'est pas vrai. Ce que je pense, c'est ceci. L'Inde est en train de négocier un accord commercial avec les États-Unis. C'est une histoire très complexe. Et je pense qu'ils ne veulent pas faire de vagues avec les Américains pendant que ces négociations sont en cours. Ils réduisent leurs achats de pétrole, mais ne les arrêtent pas complètement, et ils disent aux Américains que c'est ce qu'ils font. Je pense qu'une fois cet accord signé et scellé, ils reviendront à l'achat de pétrole russe. S'il est signé, ce qui n'est pas certain d'ailleurs, car je crois comprendre qu'il y a toutes sortes d'autres problèmes. En parlant de l'Inde, donc l'Inde et le Pakistan ont tous deux connu des attentats suicides dans leur capitale. Et le Bangladesh a également été frappé par une vague d'attentats et d'incendies criminels. Que se passe-t-il en Asie du Sud en ce moment? C'est vraiment beaucoup de chaos. Il y a de l'instabilité, oui, et je pense qu'il faut dire que dans cette partie du monde, ce n'est pas entièrement nouveau. Souvenez-vous, nous avons eu cet affrontement armé entre l'Inde et le Pakistan. Je soupçonne que ce qui s'est passé est ceci. Après cet affrontement, il y a eu une tentative de stabiliser la situation entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde essaie également actuellement d'améliorer ses relations avec la Chine, et certaines personnes n'aiment pas cela. Nous assistons donc à une résurgence de la violence, qui touche également le Pakistan et le Bangladesh. C'est une région très complexe, et il n'est pas toujours facile de comprendre ce qui s'y passe. Poutine est censé se rendre en Inde les 3 et 4 décembre, et un grand nombre d'accords devraient être conclus, y compris une importante vente d'armes russes à l'Inde.
Ce qui, si c'est vrai, signifierait que l'Inde réaffirme son engagement envers les BRICS, pour ainsi dire. Il y a donc de nombreuses causes et raisons de tension en ce moment. D'accord. La seule chose dont on ne parle pas beaucoup, même si j'ai vu que les médias britanniques en ont parlé, c'est la guerre civile au Soudan. Oui, apparemment 2000 enfants et femmes ont été tués en seulement 2 jours, le mois dernier. Cela semble être un conflit brutal. Peux-tu expliquer un peu? Ils ont eu une guerre civile, puis le pays s'est divisé en deux, n'est-ce pas? Et ensuite, ça a continué? La guerre a continué? Oui, oui. Je veux dire, c'est encore une histoire d'ingérence occidentale et de déstabilisation de ce qui était autrefois le plus grand pays d'Afrique, le Soudan. Un pays doté de ressources abondantes, soit dit en passant. Et l'Occident ne l'a jamais laissé tranquille. Je veux dire, il y a eu une guerre civile, je me souviens, dans les années 1970. Puis le pays s'est stabilisé et il y avait un dirigeant appelé Nimeri qui a réussi à maintenir les choses stables pendant longtemps. Il semblait que tout allait bien, avec de bonnes relations avec la Chine à cette époque. Nous parlons des années 1970 et 1980, soit dit en passant, et même avec l'Union soviétique. Et puis bien sûr, certaines personnes n'ont pas aimé cela, la politique a changé, Nimeri a fini par être renversé, et tout est retombé dans la crise. Et puis, il y a eu diverses tentatives, car le gouvernement soudanais à Khartoum menait une politique étrangère non alignée. On a cherché à la saper en provoquant des mouvements sécessionnistes, notamment dans le sud du Soudan. Ces efforts se sont concentrés sur le Soudan du Sud et une région appelée le Darfour. Et je peux vous affirmer avec certitude, parce que des personnes que je connais y ont participé, que les Américains ont été pleinement impliqués au Soudan du Sud, cherchant à le faire se détacher du Soudan. Ils ont également soutenu les insurrections au Darfour, ce qui a conduit à la déstabilisation du gouvernement soudanais. Et le dirigeant soudanais, un homme nommé Omar el-Béchir, a bien sûr été inculpé par la Cour pénale internationale, dont la principale fonction, semble-t-il, est d'inculper les personnes que l'Occident n'aime pas. Il est ensuite tombé du pouvoir, ce qui a provoqué une déstabilisation supplémentaire au Soudan. Cela a, à son tour, conduit divers acteurs extérieurs, y compris les Américains, mais aussi certains amis du Golfe, à s'impliquer. Le résultat, c'est la crise, l'effondrement et la guerre civile au sein même du Soudan que nous observons aujourd'hui. Si le Soudan avait été laissé tranquille, il y a fort à parier qu'il serait un pays pacifique. En fait, j'en suis sûr. Eh bien, leur problème, c'est qu'ils sont très riches en ressources naturelles. Une fois que c'est le cas, c'est toujours une malédiction. Je pense que, comme tu l'as dit, l'Occident ne les laissera pas tranquilles parce qu'ils ont des ressources naturelles. L'autre aspect concerne les frontières sur la mer Rouge. La mer Rouge. La Chine y possède une base. Le gouvernement soudanais, avant le déclenchement de la guerre civile actuelle, était en négociation avec les Russes pour établir une base navale au Soudan, sur la mer Rouge. Donc bien sûr, pour empêcher cela, il fallait détruire le Soudan. Oui, et maintenant, nous écrivons des articles sur les tragédies au Darfour, sur le fait qu'on pourrait voir le sang couler dans les rues depuis l'espace et tout le reste. Nous rédigeons tous ces articles dans les médias occidentaux sans assumer la moindre responsabilité pour le désastre que nous avons provoqué. Oui, on ne fait jamais ça. On n'explique jamais, tu sais, les tenants et les aboutissants de ce qui s'est vraiment passé. Ils nous disent juste, OK, il y a eu un massacre qui a duré 2 jours et tout ça. Mais ils te disent pas ce qui y a conduit. Oui, voilà.
La seule chose que je dirais rapidement, c'est que vous remarquerez que la Chine n'est jamais impliquée dans aucune de ces affaires. Elle n'est jamais impliquée dans aucune d'entre elles. Oui, rien. Rien. La Chine, dans l'ensemble, tu sais, tout au long de l'histoire, a toujours été très tournée vers elle-même. Je veux dire, la Chine aime faire du commerce, mais à part ça, elle veut surtout se concentrer sur elle-même. Donc, oui. Comme chaque pays devrait le faire. Oui, mais l'Occident ne fait jamais ça. Tu n'as pas remarqué? L'Occident ne se concentre jamais sur lui-même. Il regarde toujours autour et sème des ennuis. Eh bien, nous parlions de Trump et des élections aux États-Unis au début de cette émission. L'un des points que Barnes a également soulevé est que le président a été élu sur une plateforme axée sur les États-Unis, mais qu'il consacre désormais beaucoup plus de temps à la politique étrangère. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, en tant qu'Américain, je suis d'accord. J'aimerais qu'il passe plus de temps à se concentrer sur l'intérieur du pays, à renforcer les infrastructures, par exemple. Je veux dire, il parle d'énergie. Quand je suis absent, il y a une nouvelle panne de courant dans ma ville. Ça n'arrête pas d'arriver. Il y a 10 ans, on avait rarement des coupures de courant, mais maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Et ils savent que c'est important, parce que l'IA a besoin de beaucoup d'énergie, non? On sait que le traitement des terres rares demande beaucoup d'énergie. Quoi qu'on fasse, il faut beaucoup d'énergie. Pourquoi ne pas consacrer un peu de temps et d'effort à ce genre de choses? Mais ils ne le font pas. Eh bien, en effet. Et encore une chose, mon public est simplement curieux. Beaucoup d'entre eux veulent en savoir plus sur la vie quotidienne et les prix. Pouvez-vous leur dire brièvement quel est le coût de la vie en Grande-Bretagne, à Londres en ce moment? Qu'en pensez-vous? Juste. Il y a une inflation importante. Je veux dire, ce n'est pas très différent de ce qu'on entend à New York, par exemple. Tout d'abord, à Londres, il est pratiquement impossible pour quiconque, même avec des revenus assez confortables, d'acheter son propre logement. Les gens sont complètement exclus du marché immobilier londonien et cela crée une crise majeure, surtout pour les jeunes qui essayent d'y vivre. Il est donc très courant à Londres que les jeunes, small, et je parle de personnes qui gagnent plutôt bien leur vie, mais qui non seulement doivent partager des appartements, mais on entend même des histoires de gens qui partagent des lits. Vous savez, il y a des loyers pour les lits, vous passez un certain temps dans le lit, puis vous devez partir et une autre personne prend votre place. Dans les magasins, tous les 2 mois environ, je remarque que le montant que je dépense augmente. Et puis, il y a aussi quelque chose de très difficile à comprendre, peut-être pour les gens en Chine, qu'on appelle la shrinkflation. Par exemple, vous achetez un pot de cornichons ou une bouteille d'huile, c'est peut-être plus évident pour moi, et au lieu d'augmenter le prix, ils réduisent la taille du pot. Je dirais que ces 6 derniers mois, j'ai remarqué une énorme augmentation de la fréquence de ce phénomène. Ainsi, votre argent va beaucoup moins loin lorsqu'il s'agit de nourriture. Les coûts de l'énergie, les coûts de l'électricité en Grande-Bretagne, je crois, sont les plus élevés de tous les pays du G20, et ils sont bien plus élevés qu'en Chine. Et bien sûr, la Grande-Bretagne affirme également avoir des programmes très ambitieux dans le domaine de l'IA. Ils essayent de mettre en place une ligne ferroviaire entre Cambridge et Oxford et de créer un pôle technologique entre les deux. Ils veulent se lancer dans l'IA et tout ce qui s'y rattache. Mais la partie énergétique de l'équation, nous sommes encore très loin de commencer à y faire face. Ainsi, les coûts de l'énergie sont très élevés ici. Les coûts alimentaires sont très élevés ici.
Les coûts du logement sont très très élevés ici. Il y a un sentiment que l'économie stagne essentiellement et que le niveau de vie baisse. Et maintenant, le gouvernement parle d'augmenter les impôts lorsque le budget est présenté dans 2 semaines. Une chose que je trouve un peu encourageante dans cette élection, c'est qu'en Virginie, tu sais, qui est l'un des États où les élections ont lieu entre les années présidentielles, de plus en plus d'endroits ont soulevé la question des centres de données. Ça consomme une quantité énorme d'énergie, ne crée pas vraiment beaucoup d'emplois et ne rapporte pas grand-chose en impôts ou quoi que ce soit de ce genre. Mais les gens commencent à y prêter attention maintenant parce que cela touche leur portefeuille, non? Cela contribue à l'augmentation des coûts de l'électricité. Donc, je pense que les candidats en parlent. C'est une bonne chose, je suppose. Au moins, les gens commencent à s'y intéresser. Alors, voyons ce que ça donne. Oui, absolument. C'est tout à fait exact. Maintenant, encore une fois, on voit, vous savez, on lit cela tout le temps, presque chaque semaine dans une partie des médias ici, à quel point la Chine consacre d'énormes ressources à l'énergie. Il y a eu beaucoup de discussions ici, d'ailleurs, sur le développement par la Chine de réacteurs au thorium. Je ne sais pas dans quelle mesure cela a été évoqué en Chine même, mais c'est une nouvelle technologie révolutionnaire dans le domaine du nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que les gens parlent de ce que fait la Chine, mais cela ne se traduit jamais par des actions concrètes ici. Nous ne nous attaquons pas à ces problèmes. Et dans la mesure où il existe une préoccupation immédiate concernant la politique énergétique, il s'agit essentiellement d'essayer de combler les lacunes, ou plutôt de boucher les trous dans le système énergétique qui devient de plus en plus fragile et branlant. Oui, la seule chose dont Trump parle, c'est de déréglementation. J'imagine qu'il veut en quelque sorte laisser tout le monde faire ce qu'il veut. Mais je pense en réalité que dans le domaine de l'énergie, il faut de la coordination et de la planification, probablement plus que toute autre chose. Mais son idée, c'est simplement « faites ce que vous voulez ». Tu vois, on ne va pas vous imposer de lourdeur administrative. Ça semble être sa solution. C'est donc très largement la même philosophie dominante en Grande-Bretagne aussi. Tout ce qu'il faut faire, c'est laisser l'industrie de l'énergie se débrouiller toute seule, et elle s'en chargera, soi-disant. C'est, vous savez, la combustion spontanée, et nous aurons simplement des centrales pleines d'énergie. Enfin, tout ce que les gens pourront construire, ils le construiront. Oui, d'une manière ou d'une autre, le problème va simplement disparaître, n'est-ce pas? Il va se résoudre tout seul. On m'a dit que ce qui s'est passé en Union soviétique a vraiment choqué beaucoup de dirigeants en Chine. Parce que, oui, c'était une compétition entre les États-Unis et les Soviétiques. Mais au final, l'effondrement de l'Union soviétique est venu de l'intérieur. Eux-mêmes, je suppose, ont adhéré aux idées occidentales plutôt que d'insister sur leur propre manière de diriger le pays. C'est pour cela que la Chine est très prudente à propos de tout ce qui touche à l'idéologie venant de l'extérieur. Je comprends tout à fait. Puis-je simplement ajouter quelque chose? Des Russes me l'ont dit eux-mêmes. L'un des désastres, juste un petit détail qui pourrait être intéressant, est que non seulement les idées occidentales ont contaminé l'Union soviétique, mais qu'un des effets, un des résultats, a été que l'Occident a pris le contrôle des universités. Les départements d'économie et de sociologie sont passés complètement à la pensée occidentale, et cela a été désastreux. Ils ont dû faire d'énormes efforts en Russie aujourd'hui pour essayer de surmonter cela. Et cela signifiait aussi que les conseils venant du monde universitaire vers le gouvernement étaient totalement faussés. Mais bien sûr, le corps étudiant était corrompu,
si je peux le dire ainsi. Donc oui, absolument. C'est très bien compris en Russie aujourd'hui. Des Russes m'ont dit que ce n'était pas l'économie qui avait fait tomber l'Union soviétique. C'était bien plus précisément les choses dont vous venez de parler. Les problèmes économiques auraient pu être résolus. L'Union soviétique avait traversé des périodes économiques bien plus difficiles par le passé que celles qu'elle connaissait dans les années 80. Mais le problème, c'est que les Soviétiques avaient perdu la foi en leur propre idéologie, en leur propre système. Oui. Oui, et la Chine l'a compris. Vous savez, c'est une grande leçon, un grand choc pour la Chine. C'est pourquoi ils ont été très prudents avec toutes ces questions liées à l'idéologie. Très bien, d'accord. Absolument. Oui, parlons-en la semaine prochaine. Passe une excellente semaine.